Bonsoir les amis, bienvenue dans ce nouveau numéro du club. Au menu ce soir, le football au Maroc avec le 8e sacre du Raja en Coupe du Trône. La valse des entraîneurs qui reprend Botola Pro Maroc Télécom. Également au menu, bien sûr, la Ligue des Champions. On connaît bien sûr un nouveau qualifié ce soir, le Beşiktaş Istanbul. On a suivi aussi une soirée magnifique du côté de Sanchez-Pizjuán, le stade de Séville, où Séville était mené 3-0 avant de revenir au score. 3 buts partout face à Liverpool. Le Real Madrid contrarié, puisque le Real Madrid est assuré de finir deuxième du groupe derrière Tottenham. Amine Rahmouni, bonsoir. Bonsoir Jalel, comment vous portez-vous? Très moyen, on va dire. Très moyen. Tu t'es remis un peu de... C'est pour ça que je vous demande d'être gentil avec moi ce soir. Très bien. Tu t'es remis de ta semaine folle après cette formidable interview d'Hervé Renard qui t'a valu toute la gloire que tu mérites. Pas vraiment remis, puisque j'ai gardé la chemise blanche. Et pas nous. Loin d'être votre cas. Reda, lui, il est complètement remis parce qu'il est passé de la chemise blanche à la chemise noire. Ouais, je suis revenu au dress code habituel. La blanche était un emprunt. Je remercie d'ailleurs la personne qui me l'a prêté. Bonsoir les amis. Ah, parce qu'on vous prête les chemises blanches. Ah oui, je ne vais pas acheter ça. Chez les Halali, on ne met pas la chemise blanche. Non, chacun son style. Est-ce qu'on peut revenir rapidement, les amis? Toi et moi, nous savons que ton moment de gloire sera atteint le jour où tu pourras venir en t-shirt. On est bien exactement, ouais, avec ma casquette. Et ça pourra arriver un jour, c'est ça? Bien sûr que ça arrivera. Cet été. Quand on fera plus l'émission. Cet été. Ah, si on dépasse les huitièmes. Si on dépasse les huitièmes. C'est les maillots de l'équipe nationale. J'aimerais bien, on n'a pas eu le temps de revenir avec vous rapidement avant de parler du sacre du Raja, de l'émission de la semaine dernière et de ce premier entretien en direct à la télé d'Hervé Renard. Il y a eu beaucoup de réactions dans les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous en retenez, vous? Reda d'abord. Moi, j'en retiens quelqu'un qui explique ses choix, qui a les idées claires et qui n'a pas de mal à les partager. J'en retiens aussi l'histoire un peu d'un malentendu, parce qu'on a quand même perdu quasiment une année avant d'avoir accès à la parole du sélectionneur. Qui était bridé. Elle a été bridée, pas de notre fait, mais de la part des interlocuteurs qui voulaient pas qu'il communique trop. C'est dommage, voilà, on a perdu un petit peu de temps. Après, évidemment, quand les résultats sont là, on l'écoute plus facilement. Mais il y avait quelque chose de très sain, j'ai trouvé, dans l'explication qu'on a reçue. Et je pense que c'est quelqu'un qui a déjà, on peut le dire, marqué l'histoire du foot marocain. En tout cas, c'est quelqu'un, et j'ai eu cette réaction de la part de beaucoup de gens, c'est quelqu'un qu'au Maroc, on a enfin découvert. Ouais, et ça, c'est génial parce que, on parlait de la chemise blanche, les matchs nuls, les tactiques 4-3-1, 4-4-2, mais les gens au Maroc en tout cas, parce qu'en France, beaucoup de gens ont eu l'occasion de connaître Hervé Renard, les gens ont vu le vrai Hervé Renard à l'occasion de son passage dans le club. Oui, et puis surtout on a découvert que les gens avaient envie de le découvrir davantage et de l'écouter, parce que effectivement la vidéo a été beaucoup partagée, a été beaucoup commentée. Et comme dirait Reda, effectivement, elle a découvert un garçon relativement simple, parce que on a quand même resté une petite heure avec lui avant l'émission. On a découvert un garçon d'angle de bois qui semblait très précisément savoir ce qu'il voulait, aussi la direction qu'il voulait donner à son groupe. Excuse-moi, je te coupe un petit peu juste pour signaler que je ne suis pas convaincu qu'on le connaisse même en France. Hein. Je ne suis pas convaincu qu'on le connaisse même en France. C'est-à-dire qu'on a du mal, dans les reportages y compris, parce qu'un Français, donc il y a les médias français qui s'intéressent à lui, on a du mal à sortir des clichés, sorcier africain, spécialiste de l'Afrique, homme à poigne. Le sorcier blanc. Voilà. On a du mal à en sortir. Les chaînes de télévision ont fait un petit travail sur eux suite à la qualification du Maroc, en l'invitant sur un plateau. Il était sur TF1 il n'y a pas longtemps, il était sur Bein. Donc effectivement, on a l'impression qu'il découvre un bonhomme qui entraîne depuis quand même pas mal de temps en Afrique. Mais bon, il faut dire aussi que le décalage se fait à travers le prisme de ses résultats. En France, il passe par Sochaux, qui finit par descendre en Ligue 2. Et il fait 9 journées, je crois pas plus, à Lille. Donc l'image qu'il a en France, c'est quoi? C'est finalement un joueur qui a eu une carrière quasiment inexistante en tant que footballeur. Il n'a pas d'image en tant que joueur, il a joué à un match. Voilà, c'est ce que je te dis, à Cannes. Et l'image aussi d'un entraîneur qui a complètement failli lors de ce passage en France, mais qui réussit en Afrique. Donc c'est pas des médias. Les médias français sont quand même des médias assez renfermés sur eux-mêmes et qui vont beaucoup s'intéresser à ce qui se passe chez eux. Mais rarement, parce que je ne pense pas que la France ait beaucoup fait de reportages sur Troussier ou sur Claude Leroy ou
même sur Gires, qui a quand même pas mal bourlingué. La France, ça va être les. Par contre, ils iront en faire pas mal sur les entraîneurs étrangers en France, sur Ranieri, sur Jardim à Monaco. Mais voilà, sur Bielsa. Effectivement, pour la France, ce n'est pas le sujet du jour, en tout cas pour les milieux médiatico-footballistiques, c'est des techniciens estampés africains compatibles, point barre. Ne peuvent pas briller ailleurs. Le seul qui a un petit peu... Tu as raison, Jalel, mais ça va dans les deux sens. Oui. C'est-à-dire qu'effectivement, on a l'impression que le foot africain est à part. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des entraîneurs européens qui réussissent en Afrique. Bon, on les a cités, Metsu, Leroy, évidemment. Et qui n'ont absolument rien fait en France. Oui, et tu as l'inverse. C'est-à-dire que c'est des grands techniciens qui sont revenus en France, en Afrique, ils se sont cassés les dents. On peut citer Le Guen, on peut citer Eriksson qui a pris la Côte d'Ivoire, on peut citer Guéretz qui a eu un mauvais passage au Maroc. Enfin, voilà, ça va dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on peut avoir des gens très compétents reconnus en Europe qui ne réussissent pas du tout en Afrique et des gens qui ne sont pas reconnus en Afrique. Et ce qui accrédite l'idée un peu, je ne sais pas dans quelle mesure elle est vraie, il faut vraiment se pencher là-dessus, que le foot africain, c'est quelque chose, quoi. C'est quelque chose à part. Sauf quand tu te qualifies pour une Coupe du Monde, où on commence à lui demander dans les plateaux télé s'il serait prêt à revenir en France, s'il serait prêt à revenir à Lille. Il est évident que cette qualification a attiré les projecteurs sur le Maroc, l'équipe du Maroc, le sélectionneur de l'équipe du Maroc, les joueurs de l'équipe du Maroc. Il ne faut pas l'oublier, c'est important, hein, aussi sur le sélectionneur de l'équipe du Maroc. C'est-à-dire qu'on avait beaucoup eu tendance à le starifier, en tout cas à l'encenser parce qu'il nous amène en Coupe du Monde. Il ne faut pas oublier aussi tout ce que le fait d'aller en Coupe du Monde avec le Maroc pourra lui apporter en termes d'image. Et moi, je retiens une chose très importante qu'il a dite, et qu'on a dit nous avant, mais évidemment on n'était pas dans le vestiaire, c'est-à-dire qu'il y avait des sous-performances qui étaient dues aussi à un défaut d'investissement. Voilà, il nous a parlé de joueurs qui jouaient à 60%. Quand on disait à peu près la même chose, on se faisait tirer dessus, et il nous l'a dit gentiment. Moustapha Hadji l'avait dit avant, et en fait il a mis en adéquation le talent avec l'investissement. Enfin, le talent avec les résultats. Surtout l'inadéquation, voilà, le talent et les résultats quand il venait chez nous. Il a mis en adéquation le talent avec les résultats en réglant l'investissement. Ouais, excuse-moi, ça, c'est quelque chose, c'est ce qui nous enrageait. Voilà, ce qui nous enrageait. Mais nous, en fait, ça ne nous enrageait pas. Je pense qu'on ne comprenait pas comment est-ce que des joueurs qui avaient une réelle valeur ajoutée dans leurs équipes respectives en Europe ne produisaient pas le même rendement, ou du moins le même investissement quand ils venaient au Maroc. Il a dit. Mais en fait, moi, je suis un peu resté sur ma faim parce qu'il n'explique pas, il le constate seulement. Après, il aurait peut-être fallu l'expliquer, parce que je ne pense pas que juste l'investissement en soi puisse expliquer le fait qu'ils soient moins bons avec nous en équipe nationale qu'ils l'ont été dans leur club respectif. Si tu joues à moitié... Si tu es à moitié motivé, on joue au foot. Quand tu n'as pas envie de défendre, tu ne défends pas. Quoi. Parmi les choses les plus drôles que j'ai lues après la qualification du Maroc et après le passage d'Hervé Renard chez nous, c'est dans SoFoot, où il parle quelles sont maintenant les 10 missions impossibles qu'on devrait confier à Hervé Renard après la qualification de l'équipe du Maroc. C'était réconcilier les frères Gallagher de Oasis. Ah, ça me ferait plaisir. C'était super. C'était faire gagner la même année un joueur de tennis français, Roland Garros, et un cycliste, le Tour de France, gagner la Coupe du Monde avec l'équipe de Catalogne, et puis remettre la Catalogne à l'Espagne, etc., etc. Mes amis, on n'est pas là pour parler que de Hervé Renard, mais également, on a parlé il y a 2 semaines du sacre du Wydad en Ligue des Champions, et ce qui a bien entendu fait énormément plaisir à Amine. C'était un euphémisme, très cher ami, c'était un grand bonheur. Voilà, un grand bonheur également pour mon autre acolyte, Reda Allali, après la 8e couronne de l'équipe du Raja de Casablanca en Coupe du Trône. Avant de donner la parole à Reda, on écoute la réaction de l'entraîneur de l'équipe du Raja de Casablanca, Juan Carlos Garrido. Ok, félicitations à tous les Rajaouis. Évidemment, aujourd'hui, c'est un jour important parce que nous avons gagné la Coupe de Trône après beaucoup de temps. Mais c'est un jour spécial pour Raja, pour tous les Rajaouis. Et je leur donne la félicitation à tous les supporters et à toutes les personnes qui aiment les Raja. Voilà donc Reda, une victoire qui fait du bien au Raja, mais une victoire qui était un petit peu compliquée et poussive face à un très très bon Difad El Jadida. Ouais, c'est vrai que c'est une victoire qui, comme tu dis, qui calme un peu les supporters du Raja. Je crois
3 saisons blanches. 2014, c'est une grosse saison. 2014, c'est une grosse saison, mais il ne se passe rien à l'arrivée puisqu'ils perdent le championnat la dernière journée. Garrido communique de façon moderne sur les réseaux sociaux. Il est là, il apporte un peu de modernité à tout ça. Mais malheureusement, sur le terrain, on a vu la réalité qu'on a vue, de ce qu'on a vu, c'est qu'un Jaïda qui était plus en place, qui pour moi a dominé les débats et qui était très compliqué à bouger. Et dans la logique de ce qu'on a vu sur le terrain, sincèrement, ils ont montré plus de choses que le Raja, en particulier en deuxième mi-temps et dans les prolongations. Après, ça se joue au pénalty. Les pénaltys, c'est pas une loterie. Quand tu as 3 joueurs sur 4 qui les loupent et dont 2 qui les cadrent pas, eh ben voilà, c'est le Raja qui a gagné la coupe. Et Jdida peut s'en vouloir beaucoup de ne pas avoir concrétisé cette solidité. On a vu un jeu plus clair, un jeu plus net. Mais on n'a pas vu de but. Et donc, du coup, ils sont mis sous la menace de cet exercice qu'ils ne maîtrisent pas du tout. Moi, j'étais choqué par les pénaltys de Jdida. Ouais. Alors qu'il y a eu un beau pénalty, une belle dans le match, surtout lors de. Panenka, heureusement qu'il l'a marqué. Heureusement qu'il l'a marqué. Je ne sais toujours pas si elle était loupée ou pas. J'ai posé la question à Anes Neiti, qui était notre invité dans l'émission de match dimanche avec Issam Raqi et Saïd Hisban, le président du Raja. Et lui, il m'a dit qu'il a failli l'avoir. Parce que. C'est Panenka sur le côté. Ouais. C'est assez rare. Voilà, exactement. Et du côté du gardien. Parce que, est-ce qu'a expliqué Anes Neiti que son boulot, c'est de choisir un côté. Et il a choisi le bon côté. Mais après, il y a eu ce but. Mais au-delà de ce penalty, Amine, pour qu'on aille vite, est-ce que ce sacre va calmer un petit peu les esprits? Est-ce que ce sacre va faire oublier la crise du Raja de Casablanca, sachant, et l'information est tombée tout à l'heure, que 4 nouveaux membres du comité du Raja ont démissionné aujourd'hui? Je ne pense pas, parce que je n'ai pas souvenir d'un des 2 clubs de Casablanca qui n'est pas vécu que dans la crise. Et j'ai même parfois l'impression que la crise leur va bien. Ça pourrait faire un titre de film, la crise leur va bien. Donc il y a toujours des crises quelque part. Si ce n'est pas des crises du président, c'est la crise avec des membres du comité. Quand ce n'est pas le comité, c'est l'entraîneur. Quand ce n'est pas l'entraîneur. Et là, je peux citer l'histoire du Wydad que je connais bien sur les 15 dernières années. Je pense que le Reda n'aura aucun mal aussi à revenir sur les souvenirs du Raja. C'est des clubs qui ne peuvent vivre qu'avec la crise, parce que c'est la crise des portes, j'ai l'impression. Donc non, pour répondre à ta question, je ne pense pas que ce sacre va désintensifier, je ne sais pas si le mot existe, la crise qu'il y a au Raja. Maintenant, ce sacre vient prouver que malgré la crise, les grands clubs restent des grands clubs. Parce que Reda a raison, il m'a fait la joie et l'amitié de m'accepter pour voir le match avec lui. C'était compliqué. Il a voulu me virer au bout de 20 minutes, notamment quand je dis... Ton œil avait un impact direct sur le jeu. Exactement, par rapport à la qualité de mes yeux, effectivement. Mais voilà, tu te rends compte finalement que malgré que Jdida était meilleur, malgré que Jdida a fait un super match contre Raqi, parce que pour moi, on n'est pas rentré dans les détails, mais pour moi, la clé, c'était le fait de ne pas laisser jouer Raqi, et ils l'ont très très bien fait. Donc malgré ça, voilà, ils arrivent à garder ce score-là, ils vont au péno, et ils y tirent beaucoup mieux que Jdida a raison. Jdida les pénaux ne sont pas un exercice de loterie, c'est un travail. Bah oui. Il y a des clubs s'entraînent dessus souvent, et notamment dans les grandes compétitions. Le Raja les a bien tirés, donc le Raja reste un grand club. Malgré la crise qui risque de se perpétuer, le Raja est un grand club de la Botola. Je pose la même question à Reda. Est-ce que ça va un petit peu atténuer la grave crise que traverse le club? Écoute, la grave crise, moi je sais pas dans quelle mesure les informations qu'on reçoit et qu'on diffuse sont réelles. Voilà. J'ai de sérieux doutes sur la communication. Ce qui est réel, justement, j'ai posé la même question. Ça fait à peu près 1 an où je ne sais pas combien qu'on me dit que les joueurs ne sont pas payés. Non, ils le sont. Voilà, ils sont payés. Donc c'est une crise de quoi? Explique-moi, c'est une crise de quoi? Déjà une crise institutionnelle entre la section football et le club Raja de Casablanca. C'est un peu d'extra-sportif, à l'intérieur du comité du Raja, vu que 4 personnes ont démissionné. C'est une crise entre le public et le comité du Raja. On n'a qu'à voir comment... C'est entre le public et le président, mais encore une fois, je reviens sur les 10-15 dernières années. Très honnêtement, à part cette petite période du Wydad avec Nasser, rappelez-moi une période où le public n'était pas en désamour avec le président. Écoute, on a eu très honnêtement, et on peut les citer un par un, même quand les résultats étaient là, quand ils allaient en finale de Ligue des Champions, même quand ils gagnaient des titres. Tu n'as jamais eu un amour exclusif et définitif entre les présidents. On a l'impression que les présidents vivent et dealent avec cette pression populaire tout le temps, et la pression populaire le rend très très mal. Et donc ce désamour est permanent. On va juste rappeler. Est-ce que Boudrekha était plus aimé par les supporters? Oui. Pas l'époque. Oui, parce que Boudrekha, au-delà de la Coupe du Monde, par la suite, comment mais il n'est pas resté très longtemps après. Regarde.
sur les 5-6 dernières années. On a eu Akram Ilhal, qui était une énorme campagne. Justement. On a eu une marche, on l'a peut-être oublié, Ramadan, contre Hanet. Une marche vers 2011, je m'en souviens très bien, en plein Ramadan, qui était parti d'Al Sultan jusqu'au CIL. C'est loin. On a eu. Non, mais c'est vrai, voilà. On a eu donc. La marche est longue. On a maintenant cette crise entre Hasban, demain ou après-demain. C'est quoi la crise du Raja? C'est pas une crise de résultats, c'est une crise d'un club qui piétine alors que son rival gagne la Ligue des Champions. Voilà, il est là Mais la crise, elle date bien avant que le Wydad remporte la Ligue des Champions. Et c'est surtout l'année dernière. C'est ça, il y avait des sittings, il y avait des manifestations, il y avait des menaces de grève des joueurs, il y avait des assemblées générales avortées. On ne peut pas dire que c'est une situation normale. J'espère que non. Mais c'est pas antinomique avec ce que dit Reda. Faut pas oublier, le Wydad n'est pas venu et a gagné la Ligue des Champions. Le Wydad a gagné une Botola avec 66 points, il aurait pu aller à 69. Donc il a relativement fait une grande Botola. Le Wydad a fait cette année même une demi-finale de Ligue des Champions. C'est-à-dire que le Wydad marchait très très bien l'an dernier avant de gagner cette Ligue des Champions. Donc on peut comprendre qu'effectivement l'effet miroir a fait que l'intensité de la crise du Raja a été démultipliée. Et comme le départ de Akram a créé cette espèce de rebond, et ben voilà, comme le départ de Hanat a fait que Boudreika a bien travaillé pendant la première année et a ramené les titres, ben peut-être que demain il y aura. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, on travaille par réaction. On travaille parce que le voisin nous énerve quand il marche mieux que nous, et on travaille parce que la pression populaire impose de travailler plus parce que le voisin travaille mieux. Donc, mais on ne travaille pas dans la continuité, on ne travaille pas dans la sérénité, on ne travaille pas dans la construction, on ne travaille pas réaction sur des cycles. Je mets au défi n'importe qui de me les mesurer, et ben ils vont jamais dépasser 6-18 mois. Voilà, on travaille sur 6-18 mois. Quand l'entraîneur est bon, ça fait 18 mois. Quand il est mauvais, ça fait 6 mois. Enfin, quand les résultats sont bons, quand les résultats sont mauvais. C'est-à-dire qu'on travaille sur ce genre de cycle. Dans ce cycle-là, il y a les joueurs, un style de... Et on travaille sur un an. Voilà, un an. Voilà, un cycle encore plus court que 6 mois, c'est celui de certains entraîneurs. Et on ne parle pas de n'importe lesquels. La transition. Amine, on parle de Beddou Zeki et de Abdelhak Ben Chira. Donc c'est ce qui se fait de mieux. En tout cas, non. En Afrique du Nord. En termes de popularité. En termes de popularité, on va dire. Beddou Zeki, qui a quitté l'Ittihad de Tanger, qui n'a jamais réussi. Il a failli réussir un titre avant de partir à 4 journées de la fin de championnat. Exactement, avant d'être remplacé par Fakhreddine. Donc Beddou Zeki qui revient au Maroc après une année assez spéciale en Algérie, une coupe d'Algérie avec le Shabab Riyadi de Belouizdad. Il prend l'Ittihad de Tanger en lieu et place d'Abdelhak Ben Chira, qui lui avait plutôt bien réussi avec l'Ittihad de Tanger. Pour sa première saison, ils finissent 3e. Ils font demi-finaliste de la Coupe du Trône. Ils font également, bien sûr, la 5e place l'année d'après et il est débarqué. Abdelhak Ben Chira est parti à Tétouan. Lui aussi, il a été débarqué, mais après une série noire, je pense, de 4-5 défaites d'affilée. Ils ont 6 défaites et un nul. Et un match nul, donc un point, ça fait pas beaucoup. Et avec nous, Abdelhak Ben Chira en direct depuis Tanger. Coach, bonsoir. Bonsoir, Jalal. Bonsoir tout le monde. Alors, on va commencer avec vous, coach. On n'a pas l'habitude de vous voir perdre autant de rencontres de suite, ni d'être débarqué. Vous avez eu une mauvaise expérience d'avoir été débarqué par le Raja de Casablanca et limogé alors que vous étiez leader et ça vous a permis d'entrer dans le Guinness du football. Là, ça n'a vraiment pas marché avec le Morleb de Tétouan. On est vraiment étonné de voir que Abdelhak Ben Chira a perdu 5 matchs d'affilée. C'est quoi le problème? C'est légitime. C'est légitime d'être débarqué d'abord. Je n'ai pas trouvé de solution. Sincèrement, je savais que ça allait être difficile avant de venir. J'ai accepté le challenge. J'ai accepté de prendre les rênes du club. Je savais que ça allait être difficile avec le départ de 8 ou 9 joueurs qui étaient titulaires la saison passée. La crise financière, le stade en rénovation, ce qui veut dire qu'on va recevoir en dehors de Tétouan, en plus d'un recrutement mi-figue, mi-raisin. Voilà, je m'attendais à un début difficile, mais perdre autant de matchs, moi aussi je suis surpris. J'ai patienté plusieurs matchs, j'ai travaillé dur,
J'ai travaillé comme un fou à l'entraînement. Finalement, j'ai senti que mon message ne passait plus, le message technique, il ne passait plus. Voilà. À l'entraînement, c'était encourageant. C'est vrai que les jeunes travaillaient, ils voulaient réussir avec moi et tout. Mais le jour du match, je trouve même pas 10% du travail que j'effectuais à l'entraînement. Alors j'ai décidé de partir, malgré l'insistance du président et du bureau. J'étais bloqué dans ma tête, sincèrement, cher ami, j'étais bloqué dans ma tête. Alors j'ai décidé de me sacrifier voilà, pour que le club trouve peut-être le déclic que j'espère de tout cœur, Inch'Allah. Amine? Moi, j'ai une question qui est d'ordre plus global. Bon, maintenant, ce qui est fait est fait. On vous souhaite de rebondir dans un autre club. Vous êtes un grand entraîneur, vous l'avez prouvé par le passé. Maintenant, coach, aujourd'hui, quand vous commencez une saison avec autant de handicaps, qu'est-ce qui vous pousse à accepter le job? Vous n'avez pas de club, pas de terrain. Un recrutement, comme vous dites, mi-figue, mi-raisin, est fait par qui déjà? Et beaucoup de départs. Vous savez très bien que vous allez galérer, que ça va être très dur. Pourquoi vous acceptez le challenge, tout simplement, pour ensuite devoir jeter l'éponge 7 journées ou 8 journées plus tard? C'est le défi. Je suis compétiteur. Je suis quelqu'un qui croit en mes capacités, qui croit au travail. Je suis venu à Jdida, ils étaient 9e au classement. Je suis venu à Tanger qui montait à D2. Voilà, je suis quelqu'un qui cherche le difficile, qui cherche le défi, voilà, j'ai accepté. C'est à cause de ça, à cause de prouver que je peux faire des choses. Mais avec rien. Au risque, Abdelhak Ben Cheikha, que voilà, un petit peu votre réputation de faiseur de miracles ne soit un petit peu écornée. Parce que j'ai dit, Abdelhak Ben Cheikha, bien sûr, il a gagné des titres en Tunisie, en Algérie. Vous étiez au Maroc aussi pour gagner des titres. Vous avez pris en main le Raja de Casablanca en tout début de saison, mais après quelques jours, vous avez démissionné et vous avez repris, mais rapidement, le Morleb de Tétouan. Est-ce que d'abord vous regrettez certaines de ces décisions? Et si c'était à refaire, est-ce que vous allez refaire la même chose? Je ne regrette rien, mais si c'était à refaire, j'aurais pris du temps pour réfléchir par rapport au recrutement, par rapport à ce que j'ai dans mes mains, par rapport aux acteurs principaux qui sont les joueurs. Bien sûr, moi je suis jugé sur un jeu joué par les autres. Voilà, mais vous savez, je suis en fin de carrière. Hein. Je tente des choses. Je suis disponible à faire mon travail convenablement et puis je n'ai pas honte de perdre un match ou de faire un échec. Ça me renforce, ça me rend fort à chaque moment et pour rebondir le plus vite possible. Merci beaucoup, coach Abdelhak Ben Cheikha. Bien sûr, fin de carrière. Enzo Bearzot a gagné la Coupe du Monde à 70 ans et je ne vous parle même pas de Manchester United et d'Alex Otmar Hitzfeld a fait un triplé exactement. Bien plus vieux que Et Joep Heynckes qui est revenu au Bayern de Munich. On vous souhaite bonne chance pour vos prochaines expériences. Bien sûr, Abdelhak Ben Cheikha, l'ancien coach de l'Ittihad de Tanger, du Morleb de Tétouan, du Raja de Casablanca et du Difa'at El Jadida au Maroc. Parlant, il reste quelques petites minutes, revenons à Bedou Zeki. Bedou Zeki, Reda, qui franchement n'a pas eu beaucoup de réussite avec les clubs marocains. Je ne sais même pas s'il a réussi à finir une saison avec un club marocain. Une, peut-être, deux, sûrement pas. Ouais. Non, mais c'est vrai. Ça, c'est de la statistique. Hein. Non, mais il a entraîné Esfi, il a entraîné le WAC, évidemment, il a entraîné le Kaukab, il a entraîné le FUS. Il a le Tétouan, il a entraîné Marrakech, bien sûr, quand il a venu l'année où il descend. Bon, voilà, il y a quelque chose qui est bizarre dans le fonctionnement, en tout cas au niveau du championnat de Bedou Zeki. Bon, après, il y a un décalage, parce que Bedou Zeki est auréolé de cette finale de 2004, qui fait qu'il est porté, et également par son énorme charisme de joueur. C'est quand même le capitaine de la sélection 86, qui fait qu'il a un crédit immense. Voilà. Il a un crédit qui,
s'est amenuisé d'abord dans sa maison naturelle, qui est celle du WAC, où il a fait, je crois, 3 passages. Le WAC, c'est quand même un club qui gagne des titres. On peut estimer que sur 3 passages, tu vas en gagner un, mais non, il claque la porte 4 jours avant la fin un soir de derby perdu, et c'est Fakhreddine qui mène l'équipe jusqu'à la fin. Il y a quelque chose d'un peu tendu dans ses rapports avec les dirigeants, les joueurs, la presse. Il y a quelque chose d'un peu psychodramatique toujours dans cette façon de gérer son groupe, qui fait que très souvent ça se termine mal. Savoir pourquoi, on n'en sait rien, mais que le fait que l'histoire se répète un peu partout laisse penser que c'est vraiment inhérent à la nature de cet homme, quoi. C'est vrai, mais moi je nuancerais la chose. Pourquoi ? Parce que je trouve qu'il est quand même un peu tôt. Aujourd'hui, on est fin novembre. On est sur une Botola qui marche sur la tête en termes de planification, parce que on est vraiment sur du grand n'importe quoi. Il y a des clubs qui ont joué 8 matchs, d'autres en ont joué 4, certains en ont joué 5 ou 6, le Chan qui arrive. Bref, je trouve que c'est un peu, tant pour Benchikha que pour Zeki, je trouve que c'est un peu prématuré aujourd'hui. Je pense de la part des clubs sur une Botola qui est un peu déstructurée. Les cas sont différents. Les cas sont différents. Non, les cas sont différents, Bien sûr. Mais au-delà de ça. Une statistique qui va dans ton sens. Ouais. Il y a aujourd'hui 8 équipes en 3 points. Ouais. C'est-à-dire que le classement ne veut rien dire. Oui, le classement ne veut rien dire. Entre le premier et le 8e, il y a 3 points. Et comme tu as dit, il y a des équipes à 4, 5, 6, 7 et 8 matchs. Et surtout, il n'y a pas d'équipe qui se démarque par une flamboyance dans le jeu, tout comme il n'y a pas d'équipe qui est aujourd'hui, quand on la voit jouer. Tétouan, c'est un peu à part. C'est pour ça que Benchikha, c'est pas. Et même Benchikha, je pense qu'il reconnaît lui-même. Mais sinon, à part ça, moi, Zeki, après, on n'est pas dans le secret des dieux, on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur même de Club Tanger. Mais Zeki, à part effectivement le fait personnel et ce qui peut être intrinsèquement, je pense que c'est un peu difficile de mettre en cause ses résultats purement sportifs pour le virer au bout de, je ne sais même pas, est-ce qu'on va dire quoi, 7, 8 matchs, 5, 6, 7, 8 matchs. 8 matchs, c'est la journée 8, mais bon, on n'a pas joué 8 matchs dans l'absolu. En tout cas, cette saison, il y a donc l'Ittihad de Tanger, l'Olympique de Khribga également qui a changé d'entraîneur et le Moreb de Tétouan. La saison passée, seul le Difa'at El Jadida et le FUS de Rabat ont traversé toute la saison avec les mêmes entraîneurs. Tous les autres ont changé jusqu'à 2, 3. Je vous donne juste l'exemple, par exemple, du CAC, Fawzi Jamal, le Merini, Jean-Jacques Velem et Agenoui. Voilà, 4 entraîneurs pour une équipe qui est aujourd'hui en 2e division. Restez avec nous, les amis. On va se retrouver dans un court instant pour la seconde partie du club. Bonsoir les amis, bienvenue dans cette seconde partie où on va parler surtout de Ligue des Champions en Europe. On attendait beaucoup de qualifiés ce soir, on n'en a eu qu'un seul, c'est le Beşiktaş Istanbul qui se qualifie donc pour la deuxième phase, la phase des 8e de finale de la Ligue des Champions. En revanche, une équipe qui avait brillé la saison passée en cette Ligue des Champions, le phénomène Monaco, eh bien le phénomène Monaco est éliminé. C'est la deuxième fois seulement que Monaco sort dès la phase de poule en 8 participations en Ligue des Champions. Beşiktaş qualifié, Monaco, le projet Monaco qui commence à tomber à l'eau, qui était un petit peu prévisible vu le nombre de joueurs qui ont quitté le navire. Oui, c'est d'autant plus étonnant que Monaco tient la route en championnat de France, en Ligue 1, en championnat de France. Ils sont juste derrière Paris. Donc oui, le naufrage européen est inexplicable. Oui, après, effectivement, les départs de tous les joueurs d'Mbappé, de Silva, enfin de tous les cadres, on va dire, de l'équipe. Mais bon, voilà, dorénavant, je pense qu'il ne faut même pas reverser en Europa League. Hein. Ouais. C'est directement à la porte, donc je pense que dorénavant, ils vont se concentrer exclusivement sur le championnat de France. Maintenant, je pense qu'il y a des choix. C'est compliqué parce que quand vous n'allez pas loin en Ligue des Champions, c'est beaucoup d'argent qui est en moins. Donc on va postuler que l'argent tiré de la vente de tous ces joueurs cadres va un peu contrebalancer celui qui ne sera pas récupéré en Ligue des Champions. Mais c'est étonnant. Le problème là, tu le dis, tu parles d'argent. Tu vois, voilà. Avec Monaco, cette année, on est obligé de parler d'argent. On ne parle pas de foot, on ne parle pas de sport, on parle d'argent. On a pensé à un moment que le club, sous la coupe de Mendes, l'agent, et de Jardim sur le banc de touche, avait un modèle un peu portugais comme Porto avec lesquels ils sont dans les poules et arriver à allier formation, business, scouting, mais un certain standing européen, parce que Porto et Benfica et les clubs y arrivent, au moins en Europa League. Voilà. Bon, là, c'est un échec. Hein. Ils ont trop mis le curseur sur le business et pas sur le sportif parce qu'ils sortent, c'est affreux comment ils sortent.
et ils seront reversés dans rien du tout. Donc voilà, donc le curseur, tu as bien fait de parler d'argent parce qu'on n'est plus du tout dans du foot. Et là aujourd'hui, on est dans une entreprise ne pas être d'achat-vente. reversé à rien du tout, ça les arrange un petit peu aujourd'hui. Non. Je pense sincèrement que si, c'est Monaco. pour travailler cette. Non, parce ça n'a rien à qu'aujourd'hui, travailler. ils ont beaucoup de jeunes joueurs. Oui, Aujourd'hui, mais on a l'Europa un League, défenseur brésilien, il a fait de gros Regarde, C'est l'argent qui était Parce que- reversé à chaque passage de tour en Ligue des Champions est parfois primordial pour des clubs. Non, mais je ne parle pas de la Ligue des Mais il Champions, parle en d'Europa Europa League. Oui, même l'Europa League est à un degré beaucoup moindre. D'accord, Aujourd'hui, parce que regarde bien ce qu'ont fait les clubs portugais en Europa League. Il est trusté. On a vu Falcao en Europa League, on a vu Forlan, on a vu le Hulk, on a vu tous ces joueurs-là. Ils ont été, ça a été une vitrine. Ça a été une vitrine peut-être de moindre prestige. Mais tu sais très bien, Reda, que beaucoup de clubs font l'impasse sur l'Europa League. Non, c'est fini. Ah, si. United si. l'a joué. Non. United l'a joué pour la gagner. Oui. Parce que, l'a gagné. pourquoi? Parce que quand tu la gagnes, qualifié tu vas à la directement. Ligue des Voilà, Champions il faut pas directement. qualifier United Mais après, moi, je vois directement beaucoup de clubs français moyens qui Non, mais participent à la c'est Ligue des vrai, Champions. la Ils jouaient avec plupart- l'équipe B. Alors, la le plupart, français, la excuse-moi. plupart des commentateurs d'ailleurs se demandaient à quoi elle servait, vu que la plupart des clubs Non. alignaient leurs réservistes sur les. Non, matchs d'Europa les League. Français, c'est un cas à part. J'ai jamais compris parce qu'ils n'ont pas beaucoup de Ligue des Champions non plus pour snobber l'Europa League. Ils en ont même pas non plus Non, d'Europa parce qu'ils League. estiment qu'ils n'ont pas les moyens On de a la quand gagner. même l'impression que l'Europa League a été trustée et prise au sérieux seulement par les clubs espagnols, notamment le FC Séville pendant Et Et Portugais. aujourd'hui, l'UEFA Et Portugais. a pris cette décision très judicieuse à mon sens, c'est-à-dire, et qui date de cette année, avec Manchester United, Laquelle que le vainqueur de l'Europa League participe à la prochaine Ligue des Champions. Ça donne un déjà le cas. coup de boost supplémentaire. Déjà, non, il y a deux choses à faire. L'Europa League, pour moi, il y a un énorme problème, c'est les phases de poule. C'est-à-dire quand tu arrives aux éliminations directes, effectivement, il y a l'adrénaline de l'aller-retour. Mais tu c'est pas regardes. que l'Europa League pour Voilà. toi. Non. Même la Mais Ligue des Champions. L'Europa encore, League ouais. pourrait gagner. Non, mais l'Europa League pourrait gagner. Tu sais, avant, quand on était jeune, on avait des coupes européennes en aller-retour. Si cette coupe était entièrement en aller-retour, on aurait un peu plus de. Et si on arrêtait de reverser les troisièmes également. Maintenant, pour revenir à Besiktas, j'ai pas vu de match de Besiktas, mais je pense que c'est. On a vu meilleur. Hein? On a vu meilleur. Oui, non, mais il y a quelque chose de magnifique parce qu'on a vu. C'est une première déjà. Oui, ben on a vu Galatasaray sortir avant, c'était un gros choc. On a vu les clubs portugais investir beaucoup aujourd'hui en Europe. Et ben voilà, il y en a un qui va être présent dans les huitièmes, c'est pas rien quoi. Ouais, le Besiktas, moi j'ai suivi un match du Besiktas, c'était l'année dernière je pense en demi-finale ou en quart-finale de l'Europa League avec Lyon. C'était un match juste magnifique. Parlons aussi Mais de il parlait Reda, d'investissement et d'argent. Il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, le football turc est l'un des footballs qui investit le plus d'argent et pas forcément dans les tocards. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une vraie vision. Ils veulent faire de ce football-là une vraie vitrine. Même de leur pays. D'ailleurs, et c'est marrant parce que dans le Besiktas, tu retrouves parfois des joueurs comme Ryan Babel. Vous vous rappelez de Ryan Babel? Ouais. Non, Le ils Hollandais. jouent encore. Voilà, exactement. Ça qui est formidable. Donc Ryan Babel Bayern, côtoie Bayern. à gauche, qui Ouais. Ricardo Quaresma, Ouais. qui a dû faire aussi la moitié des clubs avec tout le talent qu'on lui connaît. Et on a aujourd'hui également, mes amis, beaucoup d'internationaux marocains de Ouais. l'équipe Et français, voilà, français, exactement, là, du Valbuena, qui jouent en Turquie avec Dira, Dira, Fenerbahçe, Belhanda oui. et Belhanda, également Galatasaray, notre Galatasaray. ami le buteur face Boutaïb. Boutaïb. Les amis, Qui est un j'aimerais bon bien buteur, qu'on parle. qui a 6 buts, je crois. Qui hein, a pour 6 buts l'instant. déjà en Ligue des Champions avec championnat. avec le championnat, avec son club, dans le championnat turc. Le seul match, et nous on ne raconte pas d'histoire à nos téléspectateurs et également à nos auditeurs, parce que cette émission est rediffusée également sur Média Afrique. On ne raconte pas d'histoire. Le seul match qu'on a regardé cet après-midi, ce soir. Et on a bien fait. Et on a bien fait. C'est Séville-Liverpool. 3 buts partout. C'était 3-0 à la mi-temps pour Liverpool. Une remontada, spécialité espagnole pour Séville, au grand désespoir de Reda. En fait, il faut juste préciser une chose, c'est qu'on n'a pas eu le nez creux ou l'intelligence de choisir ce match-là. C'est que Reda étant, comment vous dites, Liverpoolien, c'est ça? Tu dis ce que tu veux. Ouais, enfin, étant fan de cette formidable équipe qui joue en rouge, comme toutes les équipes qui jouent en rouge d'ailleurs, c'est bizarre d'ailleurs pour Reda. Il nous a imposé en fait de regarder ce match-là et il a bien fait. Parfois, il tombe sur des petites perles. Ouais, mais c'est souvent des perles avec Liverpool. Hein. Même à leurs dépens, il y a toujours beaucoup de... C'est vrai, c'est des matchs C'est surtout spectaculaires. à leur départ qui est Non, formidable. mais c'est vrai, c'est des matchs spectaculaires. Je le dis, l'année dernière, le plus beau match d'année, c'était Liverpool-Dortmund. Bon, la plus belle finale, c'était Liverpool-Milan. Et aujourd'hui, on avait un très beau match qui ressemblait d'ailleurs à l'aller. À l'aller, Liverpool avait écrasé la première mi-temps. Beaucoup d'occasions, un seul but. Et en deuxième mi-temps, ça avait complètement changé de physionomie. Et Séville était revenu, ça avait fini un partout. Exactement comme aujourd'hui. C'est une plus grosse amplitude où tu te demandes comment cette équipe de Liverpool qui en première mi-temps avait étoffé, mais littéralement étouffé Séville. Ça frôle un petit peu, ça frôle la faute professionnelle Les de gars, la mais part ça correspond de Jürgen Klopp. Liverpool a très précisément
fait le même coup au Milan lors d'une finale. Oui, non, mais bon. Pareil, tout pareil. Mais c'est pas le même Liverpool. Une finale à Et laquelle c'est j'ai pire, assisté. Au stade de Beşiktaş. On est très heureux pour toi. Au stade de Beşiktaş. Voilà, On est très exactement. heureux pour toi, mais le fait est que Liverpool est coutumier C'était en de ce genre de choses, 2015. d'un côté comme une autre. Non, Mais maintenant, il faut juste dire une sur chose. ce Liverpool-là, parce que c'est très dit. Sur ce Liverpool-là, on va revenir à ce que tout le monde reproche à Klopp depuis le début de l'année. C'est-à-dire qu'il y a une attaque qui est Flamboyante, qui est on peut le dire. flamboyante. Ça va très vite vers l'avant. Salah, Firmino, Coutinho et Mané, c'est du très très haut niveau. C'est vrai. Voilà, c'est derrière, même de la c'est- graine de champion d'Angleterre. Mais derrière, très- excusez-moi, c'est La graine de Botola. C'est un C'est film laborieux. d'horreur. Voilà. C'est laborieux. Voilà, et énormément de supporters de Liverpool pressaient Klopp de vendre Coutinho pour acheter Une défense. bah voilà, une défense. En tout cas, Van Dijk de Southampton qui était sur les tablettes. Mais c'est clair, quand tu vois la fébrilité. Tu es drôle. Est-ce qu'une défense, tu crois que ça coûte 2 francs 6 sous? On va rappeler juste que Manchester City je t'explique. a mis 230 millions cette année sur sa défense, dont la moitié des Coutinho, sommes est tu peux derrière. vendre très cher, hein, Ils ont refusé une offre de 150 millions d'euros. Voilà. Parlons aussi d'un Donc, club pour très, acheter très une riche. demi-défense, en fait. Pour acheter une défense, hein, parce que Liverpool n'allait pas Man acheter City, la 230 même... millions. Ouais, Man City, c'est un club à part. Parlons du Real Madrid. Le Real Madrid, Deuxième. il est contrarié. Non, mais il est contrarié, le Real senti Madrid. toute cette mauvaise foi. Le Real Dans Madrid. Non, mais très Et non, sérieusement, mais est-ce c'est un que- moment de télévision sportif extraordinaire. Est-ce Est-ce que tu as senti tout ce Les jeu gens, qui d'acteur font, les gens qui font des. Reda, ce jeu d'acteur dans le. Aïe, aïe, aïe. Je Ah, il faut l'isoler, hein, suis. exactement. Il faut l'isoler pour les best-of, ça. Ouais. Aïe, 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 je suis profondément touché Aïe, par ce non, qui arrive je à l'ai ce dit. grand club. J'ai dit, et ça me fait rire. Ça me fait Voilà, rire encore. plus que qu'autre le chose. Real Madrid est contrarié parce que le Real Madrid finit deuxième. Et moi, franchement, je trouve qu'il n'y a pas de quoi, puisque le Real Madrid risque de tomber sur le PSG. Paris Saint-Germain et ça fera une belle rencontre en huitième de finale. Le Real Madrid, bon, qui a gagné, hein, il a gagné Pourquoi vous dites contre le la PSG, poêle comme ça Parce que le PSG a fait le premier de son groupe. de Nicosie. Enfin, il y a le 8 Real- premiers, quoi. Le Real Ouais, mais Madrid. apparemment, les tirages au sort sont déjà. Enfin, on connaît l'architecture des choses. Parlons, mes amis, aussi Non, il y a de. En fait, de toi, ce tu qui as va- fait tout cela juste pour parler du Real Madrid et faire ton petit aïe, aïe, aïe. Voilà, aïe, aïe, Pas aïe. plus. Ouais, il y a un autre aïe, aïe, aïe qui arrive. Tu peux dire que Ronaldo a marqué après des semaines de disette. Ouais. Tu peux dire que Benzema a marqué. Et tu, alors peux, que. et tu peux donner Mais tout ce aussi, que tu retiens, c'est dévoiler aïe, aïe, aïe. l'identité de l'adversaire. Ah. C'est possible aussi. Donc, aïe, aïe, aïe. Donc, aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 mes amis. t'es fait beaucoup Aussi, d'amis ce soir, aïe, aïe, toi. aïe, 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 aussi. va chanter dans Pour pas cette longtemps, aïe, 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 pour la Juventus. La Juventus de Turin et le football italien. La Juve qui, dans beaucoup de cadres, évolue dans la Squadra Azzurra, qui ne va pas participer à la Coupe du Monde. La Juve qui reste sur une défaite contre la Sampdoria de Gênes et qui n'aborde pas la réception du FC Barcelone dans les meilleures conditions. Les Turinois sont deuxièmes de cette poule D avec 7 points et qui ne sont pourtant pas à l'abri en Ligue des Champions non plus, puisque le Sporting Lisbonne, troisième avec 4 points, reste également en Dans la embuscade, alors que le Barça, lui, peut se contenter d'un match nul pour se qualifier. On va aller du côté de Turin, retrouver notre consultant pour le football italien, Simone Rovera, qui évoque ce match. Bah, ces matchs face au Barça, c'est décisif pour peut-être pour la saison de la Juve. Oui, c'est vrai. On se rappelle les 3-0 de c'était 8 mois, mais non, c'est passé vraiment une année entière presque, tout a changé. Imaginez que Paulo Dybala n'a plus marqué un seul but en Ligue des Champions depuis cette quart de finale allée de ces 3-0 de la saison dernière. Donc ça risque d'être un vrai match tournant pour la saison de la Juve. Si la Juve est la même de la deuxième partie du match face à la Sampdoria, qui se fait bousculer, qui n'arrive pas à gagner un duel, qui on dirait que les mauvais, on peut dire la pire image de la Juve depuis le début de la saison, parce qu'elle a perdu toutes ses certitudes sur ses deuxièmes mi-temps face à la Sampdoria, où il s'est fait bousculer en 30 minutes comme jamais en cette saison. Si la Juve est la même face au Barça, et les Barça incroyables de ces débuts de saison, la Juve risque d'être un gros danger en Ligue des Champions. Ça, c'est le Barça qui va décider l'avenir de la Juve, c'est pas la Juve elle-même. Donc, compliqué pour la Juve. Je suis surpris de la vitesse à laquelle le vent a tourné. Il y a 6 mois, même pas il y a 4 mois, la Juve était finaliste de la Ligue des Champions. On nous expliquait que c'était le renouveau du football italien. Les investisseurs revenaient, en particulier à Milan AC, qui allait titiller... Et à l'Inter. Et à l'Inter, voilà, qui allait titiller la toute-puissance de la Juve.
L'Italie était évidemment en course pour la Coupe du Monde, même si c'était un groupe compliqué, celui de l'Espagne. Voilà, 4 mois après, la Juve risque d'être éliminée. La squadra Azzurra loupe la Coupe du Monde pour la première fois depuis 12 siècles. Le ciel leur est tombé sur la tête. C'est pas 12 siècles depuis 1958 et c'est 12 siècles. Voilà, et ils ont plus d'entraîneur. Ils sont conspués, la fédération est par terre. C'est terrible à quelle vitesse c'est parti. Et la Juve est le symbole de ça, quoi. Enfin, c'est un peu l'équipe d'Italie qui est là, quoi. Bah oui. Crise, comme tu dis, la crise de résultats, crise également institutionnelle. Il n'y a plus de sélectionneurs en Italie. Et même le président, après l'élimination de la nationale et sur sa route, bien sûr, du mondial, une élimination qui continue voilà, exactement, à faire des remous au sein de ce football italien. Après le sélectionneur Ventura, c'était au tour du président Carlo Tavecchio de démissionner ce lundi. On l'écoute. Carlo Tavecchio paie le prix d'avoir choisi Gianpiero Ventura comme sélectionneur de la squadra. Pour le moment, la chose est simple. Nous avons manqué la qualification pour la Coupe du Monde et Carlo Tavecchio est plus contrarié, non pas comme président de la fédération, mais comme Carlo, un fervent supporter de la squadra. Et à un moment de faiblesse, une émotion devenue une tragédie, est-ce la philosophie derrière un système sportif, derrière une communauté, derrière des gens qui travaillent à produire? Carlo Tavecchio aurait-il été un champion si ce ballon qui a heurté la barre était rentré? Non. Il aurait été la même personne, mais ce système, cette culture, cette politique, cette gestion ne peuvent plus continuer comme ça. Ce que j'ai mal fait peut-être, c'est que je ne suis pas intervenu pendant la pause du match de Milan entre l'Italie et la Suède pour remplacer le sélectionneur. À part ça, je n'ai fait que des choses normales. Grossière erreur. Quel personnage. Il est formidable. Il est formidable. Il est formidable. Un personnage il est plein d'humour. Franchement, c'est un personnage de ciné. Non, pour aller chercher un coup d'humour à ce moment-là même, il faut vraiment le faire. Et 3, je trouve ça formidable. Je trouve ça très bien, cette histoire de reddition de comptes, cette histoire de se dire j'ai failli, je m'en vais, parce qu'effectivement, c'est quelque chose de dramatique pour l'Italie qui n'est pas en Coupe du Monde depuis quoi? 12 siècles. 58. Depuis 1958. Donc, 1258. Voilà, 1258 très précisément. Donc je trouve ça très bien. C'est-à-dire qu'au moment même où on a beaucoup de dirigeants qui s'accrochent à des postes aujourd'hui, où très clairement… Il a essayé, Amine. Il a essayé, mais là, la tempête était… Il a essayé, je pense qu'il aurait pu rester président de la fédération. Ah non. Après, non, j'aurais pu… Non, impossible, Amine. Tu changes le sélectionneur comme tout le monde fait. Comme tout le monde fait. Mais je suis désolé. Aujourd'hui, ce sont des gens qui prennent leurs responsabilités. Et je trouve ça dans des sports qui demandent des résultats immédiats. Parce que c'est ça le drame de ce sport-là. C'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'immédiateté. Et aujourd'hui, le fait qu'ils n'aient pas été en Coupe du Monde et qu'ils partent, je trouve ça très bien. C'est pas une question d'immédiateté. Ça, c'est un véritable drame national. Une vergogna nazionale est titrée la Gazzetta. C'est une honte pour le football italien de ne pas être parmi les 32 qualifiés à la Coupe du Monde. Après, forcément, tu assumes tes responsabilités. Qui assume ses responsabilités dans ce sport? Le président. Oh, mais ils sont très rares. Ah non, là c'était trop gros. Amine, là c'était trop gros. Là c'était trop gros. Tu veux que je te cite le nombre de fois où on n'a pas été en Coupe du Monde, en Coupe d'Afrique? C'est normal qu'on ne soit pas en Coupe du Monde. Là c'est l'Italie, c'est une fois depuis 1950. Les Cannes. Nous on a fait 5 Coupes du Monde. C'est facile aujourd'hui de venir et dire que foutait Ventura sur le banc de l'équipe d'Italie. Qui est ce Kidam? Pourquoi était-il là? Qu'est-ce qu'il est mauvais? C'est facile. C'est évident, tout le monde le dit, tous les journalistes, tous les observateurs du foot, mais il faut quand même dire quelque chose qui est encore plus inquiétant, c'est qu'au moment où Ventura se pointe, et qui est un peu le choix par défaut de la Fédé, mais il n'y a personne qui veut y aller. Conte, il claque la porte carrément, voilà, il part à Chelsea tranquille, et c'est ce pays qui a donné… Conte, il est trop jeune pour diriger l'équipe nationale. Il y avait un grand entraîneur qui… Non, mais il voulait se battre… Excuse-moi. Oui, Conte voulait partir très tôt. Après quelques mois, Conte a expliqué que ce boulot ne lui plaisait pas. Il y avait trop peu de matchs. Enfin, c'était pas… Voilà, non. Et donc, il y a peut-être aussi un problème à voir. Pourquoi cette équipe n'a pas attiré… pourquoi on n'a plus de… C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle génération. On les voit avec Sarri. J'ai suivi les matchs de la Squadra parce que j'adore cette sélection. C'est que tu as un problème, pas d'entraîneur, c'est un problème de génération. Cette génération n'a pas de talent. Cette équipe, contre la Suède, ils auraient pu jouer 3 jours. Franchement…
À aucun moment, ils ont pris de C'est-à-dire vitesse, que Ventura, c'est-à-dire qu'il y a les deux. Il y a effectivement une génération qui est un peu en dessous de ce qu'il y avait avant. Ouais. Il n'y a plus de Pirlo. Verratti tarde à éclater. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Balotelli a été décevant alors qu'en 2012, il était excellent. Et oui, tu as raison. Mais en même temps, il y a eu des choix de Ventura qui sont quand même bizarres. Insigné sur le banc, c'est bizarre. Voilà. C'est bizarre. Surtout le changement. Magnifique. Tout le monde. La vidéo a été. Non, mais c'est même pas un changement. Il faut la raconter là, quand De Rossi, quand l'assistant vient dire à De Rossi, il faut rentrer. Non, faut s'échauffer, chauffe-toi. Ouais, mais chauffer pour rentrer. Ouais. Et le mec, il lui Ah, fait il dit, mais non. Non, mais De Rossi, la réponse qu'il lui fait, mais on n'a pas cherché le nul. En gros, De Rossi s'estime être capable juste d'aller. Et il lui dit, on veut marquer. Il faut marquer le but. Il regarde, il fait, c'est lui qui doit rentrer. Ouais. Mais ça, moi, je trouve ça. Mais c'est encore plus subtil. Est-ce que vous savez que De Rossi, suite au. Enfin, on peut donner des faits, que De Rossi, quand le match est terminé, étant donné que l'hymne suédois a été sifflé pendant tout le match et que Buffon applaudissait, et De Rossi, malgré la déception de la défaite, a quitté le stade pour rejoindre le bus des Suédois pour monter et leur faire leurs plates excuses. Est-ce que tu t'imagines que si on devait s'excuser après chaque hymne national sifflé, on passerait notre temps dans les bus des adversaires Nous Ah oui, très largement. Mais là, c'était franchement magnifique, la scène où on voit Buffon applaudir tout seul, déjà chanter son hymne comme personne ne le fait, et après applaudir l'hymne suédois. Ouais, au-delà de. Je pense que les Italiens auraient préféré qu'ils les qualifient plutôt qu'ils applaudissent. Non, il y avait beaucoup de. Moi, j'ai écouté Simone Rovera parler de ce match. Il y avait énormément de nerfs. Le fait est que c'est une équipe qui, en 180 minutes, aller-retour, n'a pas réussi à marquer un but à la Suède. Et je vais même aller plus loin. C'est pas une équipe qui a eu 20 occasions. Voilà. Entre l'aller et le retour, il n'y a pas eu des. Il y a eu un siège. Il y a eu un siège devant les buts, effectivement, suédois. Il y a eu des Suédois, un très beau bus suédois jaune et bleu, mais il n'y a pas eu non plus beaucoup de combinaisons. Il y a énormément de centres loupés à l'aller. C'était terrible ce que balançait l'arrière droit. T'as l'air très affecté. Non, c'était terrible, parce qu'on aime tous le foot. Et on aime bien les fondamentaux, les classiques. On aime bien voir l'Italie, l'Allemagne. L'Italie-Allemagne. Voilà, le Brésil, l'Argentine. Voilà, il y a des gens comme ça. Mais tu es assez lucide pour savoir que tu peux bien aimer ces équipes-là, mais si ces équipes-là sont infoutues de mettre ou de battre une équipe suédoise, elles n'ont rien à faire en Coupe du Monde. C'est exactement ce que je viens de dire. Il vient de t'attaquer. Non, pas du tout, c'est juste une synthèse. C'est comme il fait des phrases très longues, il ne veut pas forcément dire des choses. Moi, je fais une synthèse plus intelligente. Ce soir, je pense que Reda et moi, on est tristes parce qu'on est un petit peu plus âgés que toi. Quand la Squadra. On se rappelle de 82, nous. Voilà, exactement. Et moi, j'étais le seul de mon quartier à soutenir la Squadra Azzurra de Dinozof contre le Brésil de Zico. Je peux même te dire l'équipe italienne de 82. Très vieux, mais on arrive à te mettre dans du formol, on arrive à te garder comme ça, fringant jeune homme, beau comme tout. Mais vas-y, fais-nous l'équipe là. Un parent égyptien. Alors, Dinozof, Cabrini, Gentile, Cirea, Tardelli. Cabrini à gauche. Voilà, exactement. Paolo Rossi. Ça, je me rappelle. Paolo Rossi et Conti, pas Conti. Et surtout, il y a un joueur qui était très beau avec des cheveux longs. Antonioni. Donc tout ça. Et attends. Et Bearzot. Bergomi qui rentre en finale. Et Bergomi. Voilà. Et Antonelli qui est un peu remplaçant. Et qui avait 19 ans à l'époque. On est vraiment vieux, les gars. On est vraiment vieux. On est vraiment vieux. La Squadra Azzurra, donc, qui ne participera pas à la Coupe du Monde. Un remake aussi de la finale d'il y a 2 ans entre la Juventus et le FC Barcelone. Et puis la Juve qui avait battu 3-0. Le FC Barcelone. Et Valverde a dit aujourd'hui, j'ai regardé ce match jusqu'à ce que je sois écœuré. Je ne vais pas te donner la parole parce que c'est fini, Amine. Mais par contre, on peut continuer à débattre. Merci Amine, merci Reda, merci à toute l'équipe du club et à notre réalisateur, bien sûr, Driss Tba. Ciao, on se retrouve mardi prochain, les amis.